Bonjour, je suis le professeur Grégory Pugnier. Je suis ravi d'être parmi vous pour cette webinaire des jeudis de la filière et je vais vous parler aujourd'hui d'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques et de maladies auto-immunes. La conférence s'articulera en 3 parties. Je vais commencer par vous parler des indications et des différents essais qui ont amené à celle-ci. Le docteur Thériault vous parlera plus précisément de la procédure thérapeutique. Et enfin, le professeur Farge fera une synthèse de l'ensemble de ce sujet en anglais. Les maladies auto-immunes et inflammatoires sont multiples. Elles s'organisent autour de lésions de fibrose séquelaire ou d'inflammation secondaire. Leur prévalence n'est pas négligeable, elle est évaluée entre 6 et 10% de la population générale et les mécanismes physiopathologiques qui sous-tendent ces maladies sont multiples. Il y a une stimulation antigénique initiale, une prédisposition génétique et d'autres facteurs environnementaux qui rentrent en jeu avant de déclencher une rupture et une anomalie de la tolérance avec une activation de la réponse immune. Du point de vue clinique, cela donne des maladies chroniques qui peuvent évoluer par poussée avec des périodes de rémission ou de progression. Nous allons nous concentrer sur les formes sévères et rapidement évolutives qui se représentent par une toxicité cumulative à la fois des lésions inflammatoires de la maladie mais également des effets indésirables des médicaments avec un risque accru de maladies cardiovasculaires ou d'infection, une altération de la qualité de vie, une immunosuppression chronique et un coût médico-économique important. Nous allons nous concentrer sur 3 maladies essentiellement, la sclérodermie systémique dont la prévalence est estimée entre 10 et 20 pour 100 000 habitants, la sclérose en plaques et la maladie de Crohn qui sont 10 fois plus fréquentes que la sclérodermie systémique. La sclérodermie systémique se caractérise par des mécanismes vasculopathiques responsables du phénomène de Raynaud, des ulcères digitaux ou de l'HTAP, avec une activation immunologique et l'apparition de fibrose par des mécanismes d'ischémie et reperfusion ou d'activité immunologique responsables d'une fibrose cutanée, pulmonaire, du tube digestif ou du cœur. Il y a 2 formes de sclérodermie, la forme cutanée limitée et la forme diffuse, et c'est de celle-ci dont nous allons parler préférentiellement, puisque cette sclérodermie systémique cutanée diffuse, récente et rapidement évolutive, est associée à un pronostic sombre. Et vous voyez dans cet essai sur le tableau de gauche, une survie à 5 ans, une mortalité à 5 ans de 32,7% en fonction du nombre d'atteintes viscérales, ce qui est un pronostic sombre. Dans cette maladie récente évolutive, 3 grands essais randomisés internationaux ont permis de positionner la place de l'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques. Un essai américain de Chicago en 2011 a d'abord rapporté 10 patients dans le groupe transplantation par rapport à 9 patients dans le groupe cyclophosphamide mensuel. Cet essai a été arrêté prématurément devant la grande efficacité de la transplantation, tant du point de vue de la régression de la fibrose cutanée, de l'amélioration des paramètres respiratoires et de la qualité de vie. Ensuite, le grand essai européen de 156 patients répartis dans le bras contrôle avec cyclophosphamide mensuel en bolus et le bras transplantation, et le premier essai dans la sclérodermie systémique cutanée diffuse récente évolutive a montré une amélioration de la morbimortalité avec une amélioration de la survie globale de cette maladie et de la survie sans progression, ce qui n'a jamais été retrouvé par quelque autre thérapeutique dans la sclérodermie. Enfin, l'essai américain Scott, il y a 2 ans, retrouve les mêmes résultats dans un groupe de 68 patients dans un bras transplantation et dans le bras cyclophosphamide avec une amélioration de la morbimortalité, de la mortalité globale et de la survie sans progression. Enfin, de nouveau l'équipe de Richard Burt à Chicago a conduit un essai publié il y a quelques mois avec un conditionnement atténué pour
la transplantation de cellules souches hématopoïétiques pour les sclérodermies avec atteinte cardiaque, utilisant une dose réduite de cyclophosphamide, du lafludarabine et du rituximab, avec une efficacité et un profil de tolérance équivalent. Ces essais ne sont pas dépourvus d'effets indésirables toutefois, à savoir une mortalité per traitement qui reste significative, évaluée entre 6 et 10%, et une tendance dans l'essai américain qui avait étudié un conditionnement myéloablatif avec 3 cancers dans le groupe transplantation contre 0 dans le groupe non transplantation. Cela étant, la mortalité globale reste très significativement améliorée. C'est pour cela que cela a mené à des recommandations françaises, européennes et internationales pour placer dans le cadre de la sclérodermie diffuse rapidement évolutive une indication d'autogreffe selon les recommandations du centre de référence MATEC sous l'égide de la SFGMTC pour les patients adultes entre 18 et 65 ans, présentant une sclérodermie systémique cutanée diffuse, de moins de 2 ans avec un score de Ronan supérieur à 20 et une atteinte du tronc associée à une anémie et un syndrome inflammatoire biologique, ou pour des sclérodermies de moins de 5 ans avec un score de Ronan supérieur à 15 et une atteinte viscérale significative, pulmonaire, rénale ou cardiaque, ou bien une sclérodermie systémique de moins de 5 ans avec un score de Ronan strictement inférieur à 14 et une progression pulmonaire sévère définie par une altération de 10% de la CVF et ou de 15% de la DLCO. Nous passons maintenant à la sclérose en plaques, qui est une maladie inflammatoire et démyélinisante du système nerveux central, qui est retrouvée chez des adultes jeunes en activité. Environ 120 000 personnes sont touchées en France et c'est la première cause de handicap non traumatique du sujet jeune. Cette maladie, du fait de cet handicap, est grévée d'un coût économique important pour la société. Il existe 2 phases dans cette maladie, une phase inflammatoire avec un cumul de lésions inflammatoire qui va petit à petit entraîner une démyélinisation et une perte axonale et passer dans la 2e phase de cette maladie. Avant d'être rémitante régressive, elle devient secondairement progressive. Les mécanismes physiopathologiques qui sous-tendent cette maladie sont tout d'abord des facteurs de susceptibilité génétique associés à des facteurs environnementaux et l'inflammation auto-immune entraînant cette démyélinisation et ces lésions axonales, lymphocytes TCD4+, médiés. On évalue le score de handicap par le DSS et un certain nombre de thérapeutiques de première et de deuxième ligne sont proposées dans ces formes inflammatoires rémittantes récessives et maintenant l'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques est placée en 2e, 3e ligne. En effet, d'abord des essais nord-américains et italiens ont montré une régression du handicap, une régression des lésions à l'IRM dans un essai contrôlé contre la mitoxantrone avec une diminution significative de l'incidence cumulative de ces lésions T2 sur l'IRM et une survie sans progression ou sans rechute excessivement satisfaisante sous ce traitement. Cela a mené à une méta-analyse comparant les traitements conventionnels à l'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques, utilisant le critère de jugement principal qui est le NEDA, la non-évidence d'activité de la maladie, qui est définie par 3 paramètres, pas de rechute, pas de progression du handicap, pas de nouvelles lésions ou de prise de contraste à l'IRM. Et on voit un NEDA à 2 ans et à 5 ans qui est à 80 et 70% respectivement, bien supérieur à l'ensemble des traitements conventionnels, biothérapie ou immunosuppresseurs sur le marché. Ces résultats sont confirmés par un essai de phase 3 mené par l'équipe de Chicago, dirigée par le docteur Richard Burt, étudiant 106 patients répartis dans le groupe autogreffe ou dans le groupe traitement conventionnel et qui montrent
une incidence cumulée de la progression ou de la rechute très en faveur du traitement par autogreffe de cellules souches hématopoïétiques, avec un profil de sécurité excellent, puisque aucune mortalité n'avait été rapportée durant ces procédures. L'ensemble de ces résultats a amené aux recommandations françaises et internationales qui sont similaires, éditées par le centre de référence MATEC sous l'égide de la SFGMTC pour des patients présentant une sclérose en plaques répondant aux critères de McDonald de 2010, âgés de moins de 60 ans, avec un score EDSS inférieur ou égal à 6 et la présence d'une activité inflammatoire. Pour les formes de sclérose en plaques RR, c'est une activité inflammatoire sous un traitement de deuxième ligne bien conduit depuis au moins 6 mois, avec la mise en évidence au moins d'une poussée significative sur le plan clinique, une augmentation du score EDSS au moins de 1 point et une prise de contraste sur l'IRM cérébral datant de moins de 3 mois. Pour les formes de CEP secondairement progressive, il fallait qu'elle soit active sous traitement bien conduit de plus de 6 mois, avec une phase de cette progression qui était inférieure à 5 ans, au moins une poussée clinique et une prise de contraste de gadolinium sur l'IRM cérébral datant de moins de 3 mois, ou bien une nouvelle lésion T2 significative sur cette même IRM. Enfin, nous allons finir avec la maladie de Crohn, qui est une maladie inflammatoire de l'intestin, avec une forte connotation environnementale, qui touche les sujets jeunes, essentiellement de moins de 20 ans, avec environ 100-150 000 patients en France. Cette maladie retrouve des lésions inflammatoires odémateuses ou ulcérées de l'ensemble du tube digestif, allant de la bouche à l'anus, qui se compliquent de sténose ou de fistule dans 30 à 40% des cas, qui en font sa sévérité. Cette maladie digestive est associée dans 30% des cas à des atteintes extradigestives, notamment cutanées, ophtalmologiques ou rhumatologiques. Cette maladie de Crohn est associée à une morbimortalité plus importante, avec la survenue de ces fistules, d'infections, de cancer colorectal qui engrèvent son pronostic. Dans ce contexte, un certain nombre de thérapeutiques immunosuppressives et de biothérapie sont actuellement sur le marché, avec une efficacité de 40% de celles-ci en première ligne et d'environ 25% en deuxième ligne. Les 3 classes de biomédicaments utilisées sont les anti-TNF, les anti-intégrines, le vedolizumab, ou les anti-IL-12, IL-23, l'ustekinumab. La place de l'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques dans cette maladie a d'abord été rapportée par les équipes barcelonaises, avec une efficacité de 30 à 40% et une efficacité qui allait jusqu'à 60% sur la cicatrisation des lésions du tube digestif, et un essai randomisé de 47 patients comparant le traitement conventionnel à l'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques a été publié en 2015, avec un critère de jugement qui était négatif, non statistiquement significatif, mais ce critère de jugement était très strict. Il était défini par une réponse clinique par un CDAI inférieur à 50, l'absence pendant au moins 3 mois d'immunosuppression ou de corticoïdes, une rémission complète et cicatrisation endoscopique ou sur l'imagerie à 1 an. Cela étant, l'ensemble des critères secondaires cliniques sans corticoïdes, endoscopiques, imagerie ou qualité de vie étaient statistiquement significatifs dans le groupe autogreffe. Par contre, cet essai était associé à des effets indésirables notables que je vais détailler juste après. En effet, secondairement a été rapporté les 38 patients qui étaient inclus dans cet essai et qui avaient bénéficié dans un second temps également d'une autogreffe de cellules souches hématopoïétiques, avec une rémission estimée à 38% clinique à 1 an et à 50% endoscopique à 1 an, ce qui est dans les formes multiréfractaires de maladie de Crohn de bons résultats. Cela étant, il y avait de nombreuses infections dans ce groupe autogreffe de cellules souches hématopoïétiques et un décès par maladie véno-occlusive hépatique. Comment peut-on rendre plus sûr cette autogreffe dans la maladie de Crohn? Il y a une importance
très strict à avoir sur les critères infectieux avec une antiprophylaxie pendant cette autogreffe. Il faut également couvrir les effets indésirables potentiels du sérum antilymphocytaire par de fortes doses de corticoïdes et avant tout screener les patients les plus à même de pouvoir bénéficier de cette autogreffe, notamment les patients fumeurs ou présentant des fistules anopérinéales sont des facteurs de mauvais pronostic avec une mortalité plus importante dans la maladie de Crohn. Enfin, ce traitement est quand même à retenir dans les formes réfractaires de maladie de Crohn avec des critères d'efficacité qui sont intéressants, mais une surveillance infectieuse rapprochée qui doit être très stricte. Cela a mené à des recommandations françaises publiées par le centre de référence MATEC sous l'égide de la SFGMTC pour des maladies de Crohn répondant aux critères classiques européens de classification qui doit être active, c'est-à-dire objectivée par des examens endoscopiques ou par imagerie avec une activité endoscopique et une inflammation biologique, CRP ou calprotectine fécale, qui doivent être réfractaires, c'est-à-dire réfractaires aux immunosuppresseurs et aux 3 classes de biothérapie actuellement utilisées dans la maladie de Crohn, les anti-TNF, l'ustekinumab ou le vedolizumab, et non accessibles à un traitement chirurgical ou à risque, si ce traitement chirurgical était entrepris, d'un syndrome du grêle court. Enfin, on peut discuter au cas par cas l'indication d'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques dans la maladie de Crohn chez un patient qui refuse catégoriquement une stomie définitive et qui a une maladie active et réfractaire selon les définitions que je viens d'énumérer. En conclusion, quels patients et comment greffer les maladies auto-immunes en 2021 ? Donc des patients avec une maladie récente, réfractaire, active, malgré des traitements de première ou deuxième ligne, ce sont des candidats potentiels et il faut y penser. Il ne faut pas y penser trop tôt, mais il ne faut pas y penser trop tard, notamment après 5 ans d'évolution de ces maladies où les critères d'efficacité sont moins importants. Il faut dépister précocement toutes les atteintes d'organes qui pourraient entraîner des contre-indications ou une adaptation des posologies, des traitement de conditionnement. Après, il faut présenter ces patients à la RCP MATEC pour qu'on puisse poser les indications et ou mettre en évidence des contre-indications chez ces malades et les confier ensuite avec un binôme médecin spécialiste de la maladie auto-inflammatoire et auto-immune et spécialiste hématologue dans un centre expert accrédité JACI pour l'allogreffe et adapter la mobilisation et le conditionnement à la maladie et aux comorbidités de ces malades selon le respect des bonnes pratiques. Et cette mobilisation et ces conditionnements vont être maintenant détaillés dans la deuxième partie par le docteur Thériault de Lille. Je vous remercie pour votre attention.